Claire, aujourd'hui on se voit pour les parcelles XC 102-103 qu'il faut qu'on déboise parce que ce sont des landes intéressantes, humides, qui ont des espèces spécifiques et elles se sont boisées au cours des siècles. Et donc il faut qu'on coupe les pins. Donc là où tu veux déboiser, c'est ce qui est en rose là. C'est ça, c'est okay, rose. C'est là où il y a les milieux à restaurer. Comme on est dans l'axe des menhirs, certainement qu'il y a pas mal de monolithes au sol. Donc effectivement, si on relie, ça traverse pile cette zone. Je pense que ce serait pas mal qu'on essaye, même qu'on prospecte avant, pour qu'on puisse vous dire un peu où sont les pierres et établir une cartographie. Donc la parcelle, elle fait quoi là? Une dizaine d'hectares à peu près? Oui, c'est ça, 10 hectares. Ok, alors il faut piqueter toute la surface, tous les 10 cm, qu'on dégage, qu'on décrive les pierres, qu'ensuite on les analyse et qu'on les cartographie. Je dirais qu'il faudrait presque compter 3 ans de chantier juste pour la partie archéo, quoi. L'idée dans cette prospection, c'est qu'on aille chercher ce qu'il y a dans le sol juste sous nos pieds, mais qui ne se voit pas directement. Donc on va se mettre comme ça à une distance où on a les bras écartés l'un de l'autre. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de chercher ce qu'il y a d'un bout de ma main à l'autre bout de ma main. Pour ça, avec mon pic, je vais piqueter dans le sol. Alors si le sol est très dur, il est dur. En général, on va s'enfoncer plus, c'est parce qu'ici c'est tassé. Et on va piqueter tous les 10 cm, donc en gros une longueur de pied. Ici, donc là nous avons une dizaine de jeunes qui sont accompagnés par l'association Prisme sur leur projet d'insertion professionnelle. Donc l'idée c'est vraiment de piqueter l'ensemble de la zone pour voir s'il n'y a pas une pierre qui affleure au niveau de l'humus, avant d'arriver vraiment dans la terre, dans l'argile. Ouais, l'archéologie c'est métier de terrain. Ouais. L'idée c'est d'avoir une idée un peu de la dimension de la pierre en fait. Est-ce que c'est justement juste un petit caillou? Du coup, vu la dimension de la pierre, on va mettre un petit pic orange pour revenir dégager derrière. Et pour pouvoir retrouver notre petit pic orange, rubalise dans la branche. Comme ça, on est sûr de la retrouver derrière. Dès que ça sonne pierre, on met une rubalise. Et après, on revient systématiquement pour dégager quand il y a une rubalise et justement pour mener toute la recherche pour voir si c'est un affleurement ou pas et quel type de pierre. Et une fois qu'on a terminé, dans tous les cas, on fait un relevé GPS parce que c'est intéressant de savoir où sont les affleurements, c'est intéressant de savoir où sont les pierres historiques, s'il y a d'autres recherches archéologiques dans un autre but. Et ensuite, on enlève les rubalises. En fait, sa pierre, elle est plus profonde que la couche d'humus et du coup, ça devient une fouille. Donc là, on ne peut pas aller voir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un point, on prend un point GPS, on met sur une carte et si un jour il y a des fouilles, il n'y aura pas à ressonder partout, savoir où il faut aller chercher. C'est exactement ce qu'on fait en prospection en fait. Là l'idée c'est de les former, de les initier et puis ensuite après de pouvoir faire avec eux certaines zones qui n'ont jamais été testées jusque-là. Claire a fait la prospection. Et donc maintenant, on peut projeter le chantier qui va être réalisé. On sait où sont situées toutes les pierres. Au niveau de toutes les pierres, le chantier va être fait d'une certaine façon, c'est-à-dire débardage à cheval, de façon à acheminer et éviter toutes les pierres. Et l'autre partie où il n'y a pas de pierre, on le fera l'année suivante de façon mécanique. En fait, il y a différentes pierres. Il y a celle-là qui dépasse beaucoup du sol et il y en a qui sont beaucoup plus enfouies, qu'on voit que partiellement. Tout l'enjeu du chantier, c'est d'arriver à préserver même celles qu'on voit que partiellement, mais donc maintenant on connaît les emplacements et à peu près les limites suite à la prospection. Là, on est situé aux abords d'un monument historique, puisque les pierres dressées sont protégées au titre des monuments historiques et on émet des avis sur les travaux qui sont réalisés aux abords et comment finalement ça constitue un écrin autour du monument. Donc on veille à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art. Donc c'est un travail en relation surtout avec le SRA et la CRMH. Cette opération archéologique de prospection nous permet de nous alerter sur toutes ces structures périphériques aux monuments connus. Et grâce à cette étroite conciliation entre l'aménagement des landes et leur préservation et du site archéologique, de permettre d'avoir une bonne préservation du site, qui peut être une réserve pour l'avenir, bien sûr,
quand on voudra savoir, quand les questions seront suffisamment mûres pour qu'on se dise c'est sur ce site-là qu'on va avoir les réponses. Là on va faire un suivi de chantier comme on essaie de faire régulièrement, intervalle régulier sur le lieu du déboisement pour aller voir un peu où en est Jeannot, voir si ça se passe bien, si le chantier ne fait pas trop de dégâts sur le sol avec la météo qu'on a pu avoir. Mon travail consiste à mettre en œuvre le plan de gestion de la réserve naturelle qui a débuté en 2016 pour une durée de 5 ans. Donc comme par exemple aujourd'hui le suivi du chantier de restauration des landes pour retrouver des landes dans le meilleur état de conservation possible avec toute la biodiversité qui leur est associée. Donc tout ça en lien avec l'état des lieux archéologiques, effectivement, la prospection qui a duré 3 ans sur le site ici, pour mettre en évidence les affleurements et les blocs présents, de manière à préparer un chantier qui soit au maximum compatible avec la préservation à la fois des patrimoines culturels, archéologiques, que l'on connaît, et naturels. Je vais voir un peu où en est le chantier, si les limites sont bien respectées, celles qu'on avait prévues dans la carte de départ. Pendant les 3 années de prospection, ils en ont trouvé plusieurs centaines, j'ai pas le chiffre exact. Là en fait c'est mon GPS avec une carte et j'ai les zones de chantier. Et j'ai l'emplacement de tous les menhirs en fait. Ce qui me permet de les retrouver quand ils sont plus visibles au sol. C'est une pierre qu'on avait bien repérée avec Jeannot, on l'avait vue. Je lui mets quand même un peu de rubalise à proximité, c'est notre code pour qu'il sache qu'ici il y a une pierre et qu'il puisse faire en sorte de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc là on a déferré les chevaux parce qu'on est arrivé dans l'hiver. Ici le cheval pour un chantier comme ça il s'impose puisque les machines ne pourraient pas se permettre de slalomer entre toutes les pierres qu'on va trouver partout. On travaille avec les chevaux avec des patins, si on veut marcher. Là, avec les chevaux, en plus des chevaux non ferrés, on arrive à éventuellement effleurer un tronc avec les branchages, mais le cheval ne va pas patiner sur la pierre, ne risque pas de la déplacer ou de... Les deux là sont sur le GPS de toute façon. Tu vois, elles sont toutes référencées, il n'y a pas de souci pour ça. Le suivi se fait aussi régulièrement de manière conjointe avec Claire, qui a une approche beaucoup plus pointue sur l'aspect archéologique que je n'ai pas forcément. Tous les arbres ont été sortis à cheval, donc en prenant au maximum soin des pierres, et là avec Claire on fait un suivi, un peu le suivi final. On commence par celle-là, c'est pas plus important? Ouais, je pense que c'est plus important. Bon, on va direct alors. Ouais. On peut couper en face là. On va rechercher chaque pierre qui avait été répertoriée auparavant par GPS. Et on les redégage pour pas avoir à les rechercher tous les jours. L'inconvénient c'est ça, c'est ce changement de milieu et auquel il faut que la pierre s'adapte et donc le plus doucement possible. D'où l'intérêt aussi de les redégager pour qu'elle ait le temps de s'adapter en douceur au changement avant, pas qu'elle subisse ça en plein hiver. Par contre l'avantage c'est que ça fait un paysage hyper dégagé. Et donc par exemple là où on a mis à jour une nouvelle file, voilà, pour pouvoir faire des photos d'ensemble, c'est idéal par rapport à dans un environnement boisé fermé, quoi. Sur la parcelle qui vient d'être débardée, la prospection elle avait dû mettre à jour à peu près 250-300 pierres. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre parce qu'on voit qu'il se dégage des petites pierres, des grandes pierres, qui appartiennent aussi peut-être à 2 sites différents ou à 2 époques différentes. C'est une pierre qui a été extraite, mais je ne sais pas encore à quelle époque. On devrait la laisser dégager. Ouais. Mais on est sur un espace sur lequel le public va venir. Et du coup, on ne sait pas si on va tout dégager, on va laisser tout dégager ou pas. On ne veut pas que les gamins aillent marcher dessus. Autant on veut qu'elle soit... Donc du coup, là, sur son avenir, il faut qu'on réfléchisse un peu. Ouais. Le choix du site a été fait en concertation avec Claire parce que y avait 2 arguments qui étaient intéressants. Un pour le public
qui était déjà guidé jusque-là, puisque le sentier d'interprétation vient jusqu'ici. Il fallait qu'on trouve un terrain sur lequel nous, l'habitat, n'était pas d'intérêt prioritaire. Et puis on l'a choisi aussi parce que c'est un terrain sur lequel il y a des pierres et des monolithes, également, et que du coup on puisse les montrer au public. Donc c'est vrai qu'il fallait trouver la parcelle qui réponde à tout. Qui répondent à tous les critères qu'il nous fallait. L'idée c'est qu'à travers cette fenêtre, on commence à orienter leur regard à un endroit où il y a à la fois des pierres et des arbres. Et l'idée c'est de terminer l'espace en leur disant nous quel choix on a fait, mais pourquoi on l'a fait. Et que la logique c'était avant tout de la conservation et de la préservation. Ils avaient plusieurs contraintes à respecter. C'était ouvrir les espaces, faire un sentier, mais en même temps en respectant le sol et le sous-sol et la végétation de lande. Il y a une part aussi de gestion naturelle où on a coupé certains arbres pour permettre à d'autres d'aller mieux quand il y en avait des trop serrés. Et une part pédagogique où on a enlevé certains arbres qui étaient devant les pierres qu'on voulait montrer. Et voilà, et du coup maintenant le sentier est tracé, les différents espaces sont matérialisés. Je voulais travailler avec la nature, je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour protéger la nature. J'ai déjà travaillé sur des chantiers, mais pour plutôt amener la biodiversité, la protéger. Et là, c'est la première fois que je prends en compte l'humain dans tout ça. La promotion de l'année dernière, j'étais déjà venu sur le terrain, voir ce qu'il fallait faire, quel chemin, le cheminement d'après ce qu'on avait compris. C'est bien pour ceux qui n'ont jamais tronçonné, ils ont pu s'entraîner. Ceux qui ont l'habitude, ça leur fait un chantier en plus à mettre sur leur CV, on va dire, ça fait une belle carte de visite. On découvre un lieu qui est pas très loin de chez nous pour la plupart. Non, c'est sympa en vrai. Donc normalement, l'aménagement du chemin, l'aménagement pour que le public passe pas et l'aménagement d'un espace de repos, et ça devrait être fini ce soir. On a cette chance d'être dans un site en cours de recherche, mais qui est aussi valorisé. On sentait les questions et les attentes du public. Et en même temps, c'est un chantier qui est compliqué à expliquer. D'abord parce qu'il y a une double approche, et aussi parce que techniquement, c'est pas simple de déboiser et de rechercher des pierres sans les fouiller. Donc il a vraiment fallu là qu'on use de toutes les ressources pédagogiques de l'association pour arriver à trouver un biais pédagogique et interprétatif, vraiment un moyen de pouvoir présenter au public de façon didactique et facile et presque ludique aussi, pour pouvoir les emmener dans notre démarche et leur faire partager ce chantier. Vraiment, les panneaux, on les a conçus pour qu'ils viennent s'intégrer dans l'environnement. Donc on a pris du bois local, on a choisi quand même quelque chose qui vienne visuellement ne pas heurter le regard. Et puis il a fallu aussi qu'on trouve un système d'implantation où ça ne vienne pas se fixer dans le sous-sol archéologique et que ça préserve aussi toute cette démarche de double protection du patrimoine archéologique et naturel.